Bienvenue dans le podcast Un été avec Mathieu Ricard. Je suis Mélodie de Karuna Setchen et j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette deuxième saison. Karuna Setchen est une association humanitaire fondée par Mathieu Ricard qui agit depuis 25 ans pour briser le cycle de l'intense pauvreté, renforcer la résilience et développer le plein potentiel des populations défavorisées en Inde, au Népal et au Tibet. En 2023, près de 500 000 personnes ont été accompagnées, cheminant ainsi vers un avenir meilleur. Aujourd'hui, Mathieu Ricard et Flore Vasseur vont essayer de répondre à une question essentielle. Comment franchir le pas de l'engagement et passer de la réflexion à l'action quand le défi semble immense ? Cet épisode a été enregistré lors de la seconde édition des Rencontres altruistes en mai 2023 à la Fondation Good Planet. Je laisse désormais la parole à Elsa D'Acosta qui guidera cet échange. Je suis Elsa D'Acosta, je suis la directrice générale d'une ONG qui s'appelle Ashoka et qui travaille pour l'innovation sociale et qui fédère aujourd'hui près de 4000 entrepreneurs sociaux dans 93 pays depuis 40 ans maintenant, dont Mohamed Younous pour certains qui le connaissent et qui travaille beaucoup aussi sur les questions de jeunesse. Donc je suis ravie d'être là avec vous deux. Vous savez que notre thématique, c'est pour s'engager si nous osions agir. Et dans cette proposition, je ne sais pas si vous l'avez noté, il y a non seulement un élan, et si, il y a quand même un élan, un mouvement qui est en train de se mettre en place, et aussi une voie collective par l'action, en fait, et pas forcément une voie individuelle. Donc c'est ça aussi qui est important à rappeler. Donc nous avons cette belle heure et demie devant nous. Alors, outiller ceux qui veulent passer à l'action et soutenir surtout les engagés, et réveiller peut-être les doomers. Vous savez, ceux qui savent ce qui se passe, mais qui en fait ne font rien. Cette fameuse majorité silencieuse contre laquelle parfois on a du mal en fait à lutter. Donc nous avons l'immense chance pour cela d'accueillir deux faiseurs. Voilà, pour moi vous êtes des faiseurs tous les deux, Mathieu Ricard et Flore Vasseur. Alors quelques mots de présentation pour tous les deux, si vous le voulez bien. Mathieu, je rappelle évidemment que vous êtes d'abord docteur généticien et photographe. Que vous vous êtes installé dans l'Himalaya en 72 et que vous êtes devenu moine bouddhiste tibétain à l'âge de 33 ans. Vous avez donc évidemment monté cette organisation dont on vient de parler, formidable, Karuna, et que vous reversez vos revenus à cette organisation. Et ce qui vous meut, c'est l'émerveillement, la relation vivant, l'engagement et surtout, et on en parlera beaucoup tout de suite, l'altruisme évidemment. Flore, vous êtes, on l'a dit aussi, auteur, réalisateur, journaliste. Vous avez d'abord beaucoup enquêté sur la finance, sur les hackers. D'ailleurs, on en parlera dans les premières questions parce que ça verse aussi pour votre engagement au sujet de la jeunesse. Vous êtes évidemment la réalisatrice du documentaire Bigger Than Us qui suit justement ces jeunes engagés partout dans le monde, mais pas uniquement sur les thématiques écologiques. Et ça, c'est extrêmement important de le rappeler aussi, pour éviter d'assigner à résidence la jeunesse sur la dimension écologique. Une toute petite première question. Déjà, tous les deux, comment vous allez ? Voilà, en quelques mots, comment vous allez ? Flore, comment tu vas ? Moi, je vais très très bien quand je vous vois et quand j'ai la chance de faire ces rencontres magiques. Donc là, je ne peux pas vous dire que ça ne va pas. Et je pense que là, c'est très beau, très grand. On est dans cet endroit magnifique, entouré de ces personnes magnifiques. Mais je dois dire que c'est pas mon quotidien, mais la beauté de tout ce que je vis en ce moment, c'est cette histoire de connexion qu'on va vivre là, parce qu'on va avoir une conversation. Donc, merci d'être venu entendre et participer à cette conversation. Et merci de m'accueillir et d'avoir pensé à moi. Bien, certains de mes amis qui sont ici présents savent que j'aime bien citer ma chère mère qui nous a quittés dans sa 100e année il y a 3 semaines. Et quand on lui demandait comment allez-vous, elle disait on y va tous. Et elle ajoutait souvent je suis de plus en plus, de moins en moins. Donc voilà. Et si vous deviez donner juste un mot que vous associez à l'engagement, un seul ? Le sens d'une direction. Une direction pour Mathieu et pour Flore. La beauté. La beauté. Waouh, on part bien là. Bien, on démarre. On démarre par une première partie qui va traiter des entraves de l'action. On va essayer de les balayer rapidement pour être dans le dur. Mathieu Ricard, l'engagement, il se heurte souvent en fait à un sentiment d'impuissance assez fort.
qui s'avère parfois contre-productif aussi individuellement et qui peut nous plonger dans une espèce d'abîme avec un mal qui est truffé de culpabilité aussi. Donc comment on combat ce sentiment ? Tout d'abord, c'est un peu compréhensible parce que depuis, ça s'est produit, la grande accélération de 1950 a commencé en fait avec la révolution scientifique, technologique et industrielle. Donc c'est quand même fait sur une centaine d'années, disons. Donc du coup, il y a forcément une dilution de la responsabilité parce que c'est pas... Et puis il n'y a pas une volonté de saccager la planète. Donc personne ne se réveille le matin en disant c'est de ma faute. Qui plus est, le futur fait pas mal, du moins pas encore. Et donc l'évolution nous a équipés pour réagir à des dangers immédiats. Si je vous dis il y a 3 rhinocéros qui arrivent au galop, tout le monde s'en va. Si je vous dis ils arriveront dans 30 ans, vous me dites on verra dans 29 ans et 364 jours. Donc c'est très difficile de se motiver pour des choses qui ne sont pas encore brûlantes, bien que ça arrive maintenant, et on le voit. Donc souvent on réagit trop tard. Et aussi le fait qu'on se dit, si moi je change, qu'est-ce qui va ça ne suffira pas. Donc l'idée, c'est qu'il faut contrecarrer ça avec d'abord un sentiment de responsabilité universelle, et l'idée que ça veut dire responsabilité universelle, ça commence par un engagement personnel. Et pour ça, je voudrais juste citer une étude qui a été faite sur est-ce que vous êtes prêt à vous engager fortement pour l'avenir de la planète, de la biodiversité, de la justice sociale, etc. 20% des gens disent oui, 20% des gens je m'en bats l'œil, et 60% disent je le ferai si les autres le font. Ce qui veut dire qu'il faut un point de bascule dans les cultures pour que ça devienne inacceptable de ne rien faire ou de ne pas s'associer à une idée forte. Donc tout ça, on peut voir les difficultés et trouver les remèdes. Parce qu'on pourrait dire que finalement, ne pas s'engager, c'est aussi une forme d'engagement, à maintenir une inertie aussi. Oui, mais ça vient souvent d'un sentiment d'impuissance. Et moi, qu'est-ce que ça peut faire que je change quelque chose? Et pour ça, donc l'idée d'un engagement personnel avec ce sentiment de la responsabilité globale qui est lié à la compréhension de l'interdépendance, dont on pourra reparler, et au fait que le fameux battement d'ailes du papillon au Brésil, toutes ces choses-là qui font, si vous voulez un beau parterre de fleurs, vous ne pouvez pas espérer en avoir un si toutes les fleurs sont flétries, on en met beaucoup, ça fera bien de toute façon. Il faut que chaque fleur soit fraîche, belle, et donc pour ça, il faut que chaque individu change. Et moi, une des découvertes que j'ai faites en faisant la recherche sur l'altruisme, moi, je n'ai rien inventé. J'ai simplement rassemblé tous les domaines des connaissances. Ça a été cette articulation entre la transformation personnelle et la transformation sociétale et des institutions par le biais de l'évolution des cultures. Et ça a fait un eureka. Les gens qui me disaient, ça ne sert à rien, votre méditation, de toute façon, ce n'est pas ça qui va changer le monde et qui va changer les institutions. Nous sommes les mêmes qu'Aristote qui trouvait que l'esclavage était très bien. L'être humain n'a pas changé, c'est les institutions. Sauf que si beaucoup d'individus changent, il y a un point de bascule. C'est comme ça qu'on a aboli l'esclavage en 1700 quelque chose, en Angleterre. Il faut qu'il y ait des points de bascule quand une idée forte acquiert au moins une certaine partie de la population et que cette idée est suffisamment forte pour faire basculer les choses. Oui, mais là, j'ai envie de vous poser une question sur l'histoire de l'interdépendance. Parce que si on n'apprend pas dès le départ qu'on est dans un monde où de toute façon les interdépendances existent, c'est quand même compliqué de comprendre que son action va avoir un impact et justement mesurer cet effet papillon. Peut-être ce sera aussi Flore. Flore, si tu... Oui, je pense aussi que le nœud du problème, c'est un problème de culture. Pour le coup, moi, étonnamment, c'est Edward Snowden qui me l'a dit, donc je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter qui il est, mais qui m'a vraiment éclairé sur cette idée que finalement, aujourd'hui, toutes les solutions à nos problèmes existent. Elles sont comptables, elles sont juridiques, elles sont politiques, elles sont comportementales, elles sont un peu technologiques, on ne va pas se protéger de ça, mais derrière ça, mais voilà, on le sait. Ce qu'il n'y a pas, c'est la culture de société qui va faire que c'est OK de les mettre en place. Et c'est ça qui nous gangrène, en fait. Pour moi, c'est ça, même qui, à titre individuel, nous fait dire « Ah ben moi, j'aimerais bien faire ça, mais tu comprends, va falloir que j'ose défier le regard de dadadi dadada. » Parce qu'aujourd'hui, c'est pas valorisé socialement d'avoir ce genre de discours. Pourquoi ? Parce que je pense que ça fait trop longtemps que notre... société, en tout cas, je pense que notre modèle économique s'appuie sur une valeur qui
le rend possible, qui est cette idée de séparation. Et c'est Descartes, en fait. Alors, quand je dis ça, en général, on vient me voir, on me dit oui, mais il a quand même apporté plein de choses, etc. Peut-être. Mais cette idée de séparation, cette idée de dire qu'on est plus fort que la nature, que l'homme d'ailleurs, est plus fort que la nature. Ça a permis quoi? Ça a permis qu'on mette des clôtures sur les champs. Ça a permis le capitalisme. Ça a permis cette idée de performance, de compétition. Ça a permis l'idée qu'on puisse s'accaparer les terres sans aucun problème. Ça a permis qu'on puisse s'accaparer les forces d'autrui sans aucun problème. Si vous faites sauter cette idée de séparation, alors tout change. Donc on me dit souvent, oui, tu es contre le capitalisme. Non, je suis contre cette idée de séparation. Et c'est cette histoire d'interconnexion et du fait que effectivement tout est lié. Et j'ai l'impression que tout ce qu'on vit en ce moment vient nous rappeler cette idée-là. Et l'exemple le plus flagrant était récemment la Covid. Si vous étiez malade, j'étais malade. Si j'étais malade, vous étiez malade. Personne ne pouvait s'en extraire. Eh bien, c'est comme si on n'avait pas retenu la leçon. Mais donc, tout ça pour dire que je pense que c'est vraiment cette histoire de culture et qui est pervasive, enfin exactement partout dans la société. Et alors, on dit oui, l'éducation des enfants, etc. Commençons par nous, les adultes. Bien sûr. Je vais rebondir là-dessus. Je crois que l'idée de s'extraire de la nature, c'est une sorte d'arrogance humaniste exacerbée. C'est comme si on disait « je vais m'extraire de mon corps ». Donc c'est vraiment ignorer l'interdépendance. Et ça, c'est vraiment une vision fausse qui est contre-productive. Toutes les visions fausses, ce n'est pas seulement qu'elles sont des erreurs intellectuelles, philosophiques, c'est que c'est des erreurs qui ont des conséquences pratiques. Parce que si vous êtes en porte-à-faux avec la réalité, vous allez finalement vous taper dans le mur de la réalité. Elle va se rappeler à vous de manière la plus dure. Donc, madame parlait de la biodiversité des humains, mais il faut aussi, si on veut trouver des solutions, il faut trouver qu'est-ce qui fait notre humanité commune, parce que sinon, de nouveau, on commence à fragmenter. Et on voit maintenant à quel point les gens aiment bien se fragmenter dans tous les domaines. Et qu'est-ce que c'est que cette humanité, cette sentience commune, je dirais, avec les 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens en ce monde? C'est finalement, s'il y avait un seul article dans la Déclaration universelle des droits de l'être humain ou du vivant, ça serait de ne pas souffrir inutilement, c'est-à-dire de ne pas être imposé des causes de souffrance qui pourraient être évitées. Parce que si on va au fond du fond de soi-même, il n'y a pas un être humain qui se réveille, ou même un être sensible, un animal, qui se réveille le matin, je ne sais pas s'il se pose la question de cette façon-là, en me disant « je souhaite souffrir toute la journée » et c'est possible toute ma vie. Nous essayons au mieux de préserver notre intégrité physique et mentale, de voir la lumière au bout du tunnel, au moins de remédier à la souffrance. Et donc le fait de cette humanité commune, cette interdépendance, fait que si je suis concerné par le fait d'essayer de souffrir le moins possible, et même si je suis totalement dans la confusion je peux être une sorte d'addiction aux causes de la souffrance, je peux tomber dans l'erreur, dans l'illusion, mais néanmoins, cette aspiration que j'ai, ça ne demande pas d'être un grand sage pour se projeter dans l'esprit des autres et percevoir que personne ne se décide qu'il va souffrir toute sa vie. Et donc ça, sur cette base-là, on a cette notion de sentience commune, d'humanité commune, qui peut nous permettre d'œuvrer ensemble en dépit de toutes les différences. Après, je reviendrai quand même sur cette culture cartésienne qu'on peut avoir. Elle est presque pire que du séparatisme, puisqu'elle hiérarchise. Donc c'est presque ça aussi qui est très dommageable. Et on le voit aujourd'hui, en fait. Les jeunes, les vieux, les blancs, les jaunes, la nature, l'homme, les femmes, les hommes. Il y a constamment, en fait, cette hiérarchisation et qui teinte aussi nos organisations très, très fortement. Et en partant du principe, et c'est pour ça que l'interdépendance n'a pas été perçue, parce que comme Descartes part du principe que pour résoudre un grand problème, il faut le diviser en plein de petits problèmes, automatiquement, il loupe complètement tous les effets de bord, qui sont fondamentaux aussi pour bien comprendre ces interdépendances. Mais Flore, pour revenir à ce que tu disais juste avant, pour comprendre tes entraves, toi, c'est vrai que tu parlais de Snowden, donc c'était intéressant parce que tu me faisais une bonne transition. Au démarrage, tu travaillais pas forcément sur les questions de jeunesse, tu travaillais sur les questions de finance, sur les questions de hackers technologiques et de voir dans quel monde en fait on allait verser progressivement. Et ce travail t'a miné et t'as peut-être trouvé une forme de planche de salut dans le fait d'aller t'intéresser en fait aux jeunesses. Je me trompe quand je dis ça ou pas? Un peu. Ça fait longtemps que je cherche des planches de salut. En fait,
moi, j'ai eu ce moment de bifurcation très tôt. C'est ma grande chance. J'étais pas du tout partie pour faire ça. J'étais entrepreneur à New York à 24 ans, dans la bulle Internet. J'étais l'archétype de ce qu'on appelle le capitalist pig. Voilà, pleine vitesse. Et j'ai été témoin des attentats du 11 septembre. Et il y a quelque chose qui m'a glissé du corps. Et je pense que c'est un certain nombre de programmations. Je l'ai pas compris, parce que j'ai fait, je pense, une bonne dépression derrière, mais une sorte, tout ce qu'on m'avait raconté, en fait, qui devait être mon rôle, ma vie, je devais être la plus forte, la plus belle, la plus performante, ramener le plus d'argent, écraser mon voisin. Tout ça, c'est tombé de mon corps. Et je me suis retrouvée complètement nue, donc c'est pas nécessairement très confortable. Et je ne fais que essayer de me retenir, de me tenir à nouveau debout et en compréhension de ce que j'ai vu ce jour-là, qui était effectivement ce que tu racontais, ce que vous disiez, qui est que notre système ne fonctionne que parce qu'il crée des injustices. Et que tant qu'on n'attaque pas cette idée d'injustice, on peut se gargariser de tout ce qu'on veut, on n'attaquera rien du tout. Et donc la question, c'est comment je contribue le moins possible à cette injustice. Et donc, pour paraphraser, moi, ma grosse question, c'est ne pas nuire. Mais voilà. Et donc, j'ai passé, comme j'avais fait pas mal de macroéconomie, j'ai commencé par essayer de comprendre ce que j'avais vu, en mettant des mots dessus. Donc, c'est comme ça que je suis devenue écrivain. J'ai beaucoup essayé de décortiquer ce qui tenait nos chaînes, donc la finance, la technologie. Et tout ce que je voyais était quand même d'une tristesse confondante, parce qu'à la fois, c'est compliqué, et à la fois, c'est quand même très simple à comprendre. Et en fait, ce qui est simple à comprendre, c'est qu'on a renoncé. C'est qu'on s'est accommodé progressivement, au nom de notre propre confort, d'un certain nombre d'ajustements, de compromis, qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas loin d'être totalement planté. Mais c'est aussi une décision individuelle de se compromettre. Et puis, plus je voyais ça, plus j'étais déprimée. Et donc, j'ai été chercher des solutionnaires, des activistes, des artistes, etc., pour me redonner espoir à moi. Moi, j'ai juste essayé de sauver ma peau, en fait. Et donc, j'avais un bon prétexte qui était d'écrire. Et donc, j'ai eu la chance d'être reçue par Edward Snowden à Moscou, qui est pour moi quelqu'un qui était... je veux dire, on n'en a pas beaucoup dans le monde, des personnes qui mettent leur corps en travers de la route pour dénoncer ce que la technologie fait à nos vies, et qui est en plus très mal compris, très mal jugé. Je réalise un film sur ça, en essayant de montrer aux adultes combien on devrait être tous derrière, combien il est totalement vital de se mettre à bouger. Et finalement, moi, j'essaie de partager mon sentiment de panique que j'ai ressenti sur le toit de mon bureau le 11 septembre. Et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Et au même moment, mon fils de 7 ans m'a dit « Maman, ça veut dire quoi, la planète va mourir ?» Donc, j'ai vécu une espèce de double impuissance qui était mon impuissance professionnelle. Finalement, au bout de 15 ans, j'essayais de faire bouger les adultes, ça ne marchait pas. Et la plus importante, mon fils démarrait une éco-anxiété. Et tout ce que j'avais à lui dire, c'était mon raisonnement hyper cartésien. Alors moi, j'avais toutes les courbes, tous les chiffres, tous les trucs. Mais je voyais mon fils se ratatiner au fur et à mesure parce que, avec toute ma science, j'étais en train de l'écrabouiller, quoi. Comme un clou, là, j'enfonçais vraiment mon fils dans oui, mais j'ai tout à fait compris ce qui va se passer. En fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que tu vas faire. Et cette discussion qui a duré 1h30 m'a conduite à me dire je vais arrêter d'essayer de convaincre les adultes. Finalement, l'urgence absolue, c'est ce qui se passe pour nos enfants. Et qui est-ce qui leur parle ? Qui est-ce qui essaye d'y aller ? Qui est-ce qui essaye d'expliquer ce monde, non pas du haut de sa science et de son savoir et des chiffres, etc., mais qui va lui donner envie de vivre ? Parce que, enfin, je vais peut-être être un peu provocatrice, mais on s'est beaucoup inquiété de l'extinction des abeilles, etc. Je viens ici vous dire que ça attaque nos enfants maintenant. Donc, encore une fois, la question, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une question de responsabilité aussi. Ouais. Et l'altruisme, pour le coup, est aussi au cœur de cette partie-là. Tu parlais de bifurcation. Flore, Mathieu, vous aussi, vous êtes un bifurqueur quand même, parce que vous êtes très éloigné de votre écosystème initial. Et est-ce que c'est facile de se départir justement de ces projections sociétales, de ces schémas mentaux aussi dont on est parfois envahi ? Moi, j'ai jamais eu aucun problème de ce côté-là. J'étais tellement content d'en sortir. Vous savez, on dit que si vous essayez de cueillir une pomme quand elle n'est pas mûre, vous tirez comme un malade, vous cassez la branche et la pomme, elle n'est pas consommable. Quand une pomme est mûre, il suffit de mettre la main, pouf, elle vous tombe dans la main. Donc, il y a des moments
La bifurcation, c'est pas une bifurcation. Je préfère, parce que la bifurcation, c'est un peu compliqué, surtout sur l'autoroute, on se trompe souvent. Je préfère la notion de passer un col. Parce que vous avez, quand même, ça demande un effort. Donc, tout ce que vous avez fait, ça demande un effort. Moi, j'étais à l'Institut Pasteur, je faisais des efforts. Puis, à un moment donné, vous rencontrez, en 67, j'ai rencontré mon premier maître spirituel. Tout ça, ça fait son chemin. J'ai fait 7 allers-retours. Et avant de prendre un aller simple, il s'est passé des choses. Mais au moment où c'était mûr, quand j'ai fini ma thèse, c'est le contraire. C'est le fait de rester qui m'aurait coûté. Et donc, passer un col, ça veut dire quoi? Vous ne rejetez pas le passé. Il vous a appris. Moi, j'ai appris un peu, j'espère, la rigueur scientifique avec François Jacob. Mais quand vous passez un col, vous découvrez une immense vallée différente. Et c'est simplement aller de l'avant dans une découverte. Donc voilà, j'aime bien cet exemple. Et notamment, c'est pas claquer des portes, c'est pas renoncer à des choses. La vie parisienne, ça ne m'a pas beaucoup manqué. Il n'y avait que le camembert, on m'en apportait de temps en temps. Et donc voilà. Et puis bon, on bifurque encore. Moi, j'ai bifurqué plusieurs fois, parfois involontairement. Hein, après 25 ans dans l'Himalaya bien tranquille, le jour où j'ai fait le moine philosophe, c'était une imprudence sans doute. Je ne sais pas si c'est le début de mes ennuis ou le début d'une opportunité qui a permis notamment Karuna. Mais ça, c'est arrivé comme ça m'est tombé dessus. Mais maintenant, il est temps peut-être de bifurquer de nouveau ou de passer un nouveau col à 77 ans pour c'est arrêter de faire le clown et être un peu tranquille quelque part. Et quels sont les ressorts pour vous, Mathieu? Parce que je pense qu'on n'est pas tous équipés aussi pour être dans le chemin. Certains n'arrivent pas en fait à sortir des voies tracées. Il y a quand même des formes d'épiphanie à un moment donné. Des formes d'épiphanie, des rencontres. Il y a des rencontres, bien sûr. C'est sûr que des rencontres. Moi, quand je me rappelle, j'ai rencontré un de mes amis chercheurs à Pasteur. On s'est revus 25 ans, bien plus tard, quand tous les deux on faisait partie de l'Institut Mind and Life qui rapprochait des contemplatifs et des scientifiques. Et on s'est dit, à l'époque, on savait ce qu'on ne voulait pas que notre vie soit, c'est-à-dire ennuyeuse, dépourvue de sens, etc. C'était un dilemme, mais on ne savait pas ce qu'on voulait vraiment. Et c'est ça la découverte. Moi, j'ai rencontré des jeunes une fois au Canada, ils sont venus voir, on a parlé, on a fait l'université, on a rempli des questionnaires, on a vu des conseillers psychologiques, des orientations. On a essayé 2-3 trucs, mais on ne sait pas. J'ai dit, écoutez, peut-être vous pourriez aller seul ou avec un ou deux bons amis, vous asseoir au bord d'un lac, vous en avez plein au Canada, et puis arrêter de faire marcher l'ordinateur et dire qu'est-ce qui vient à la surface du plus profond de moi, qu'est-ce que je voudrais vraiment, vraiment faire. Puis après, c'est une question de le mettre en œuvre. Donc ça, le sens d'une direction, pour prendre un autre exemple, les bouddhistes aiment bien les exemples, toujours dans la montagne, si vous allez voir un lac à 4500 mètres ou rencontrer un ermite ou une femme ermite perdue dans la montagne, bon, ça va monter, ça descend, c'est tout le temps. Il peut faire beau, des paysages sublimes comme il peut tomber de la grêle, mais chaque pas est une joie en forme d'effort parce que vous avez une direction. Si brusquement vous vous perdez à la brume, vous asseyez sur une pierre, le poids de la fatigue arrive et puis vous dites pourquoi je marcherais 5 mètres de plus, je ne sais pas si je m'éloigne ou si je me perds davantage ou si je me rapproche, donc du coup vous perdez le sens d'une direction. Donc s'il faut faire le tour du monde à pied, c'est pas grave, si vous ne perdez pas la direction, c'est long, mais chaque pas vaut la peine. D'ailleurs, la définition de la persévérance dans le bouddhisme, c'est la joie en forme d'effort, la joie vers la vertu ou vers la beauté ou vers quelque chose qui vaut la peine d'être accompli. Et là, vous ne perdez jamais cette détermination. Et puis, ce n'est pas d'un seul coup. Hein, c'est comme quelqu'un disait un jour, comment est-ce qu'on peut devenir heureux en 3 points, 3 semaines, et quel est le secret? Je lui ai dit, il n'y a pas de secret, il n'y a pas 3 semaines, ça ne marche pas, c'est toute la vie, mais ça vaut la peine. Il n'y a pas 3 points, c'est un ensemble de visions du monde, de manières d'être. Alors ça vaut la peine justement, ça nous fait une belle transition sur la deuxième partie, les vertus de l'action, même si on a commencé déjà à défricher un peu le sujet. Flore, cette question, elle t'est adressée. Nous partageons toutes les deux notre responsabilité immense vis-à-vis de la jeunesse, et on l'a bien compris, même quand tu parles de toi à titre personnel, avec tes enfants, et surtout les récits qui nous envoient cette jeunesse. Dans Bigger Than Us, c'est ce que tu as souhaité montrer. Est-ce que c'était pour toi aussi un moyen de lutter contre ce qu'on appelle maintenant, terme que j'ai découvert avec Marine Miller, journaliste au Monde, l'infantisme, c'est-à-dire la disqualification immédiate de la parole de la jeunesse, parce que jeune, justement? Alors moi, oui, et il y a un pédopsychiatre polonais qui m'a mis sur ce chemin.
qui s'appelle Janusz Korczak. Je ne sais pas si vous le connaissez. La République des enfants. Voilà. Et qui a écrit un jour cette phrase qu'on a mis dans tout, enfin qui était l'intention. Je me souviens quand on démarrait Bigger, cette phrase était en exergue partout. Qui était pour ce... Alors, vous connaissez l'histoire de ce monsieur ou pas? On peut prendre 5 minutes pour raconter. Ouais. Enfin, moi, je vais de façon très rapide, mais c'est un pédopsychiatre qui s'occupait d'enfants, bien sûr, et qui avait un orphelinat et qui a été raflé. Et il a décidé de partir avec les enfants et il est mort avec eux dans les chambres à gaz. Voilà. Et il a laissé une phrase, enfin il a laissé plein de choses, mais il a laissé une phrase qui, moi, me dit, bon, bah maintenant tu te tais, et voilà, qui est, pour se placer à hauteur d'enfant, il faut se hisser sur la pointe des pieds. Et en fait, moi, voilà, je suis maman, j'ai des enfants, bien sûr, je vais vous dire qu'ils sont merveilleux, comme toutes les mamans, mais j'ai toujours eu le sentiment d'être face à des guides. Et c'est pas pour les placer quelque part, mais je veux dire, voilà, je me suis toujours dit, mais en fait, c'est pas moi qui les élève, c'est eux qui m'éduquent, ou l'inverse. Et donc, là, par exemple, la question de mon fils, bah, moi, elle m'a propulsée, c'est une nouvelle bifurcation, et je sais que ça le saoule quand je lui dis ça, mais vraiment, il a changé ma vie, et on peut changer la vie de quelqu'un avec une question. Et c'est venu télescoper, effectivement, j'ai démarré Bigger, et puis j'ai eu la chance de participer à une manifestation qui était aux États-Unis au moment où il y a eu, vous savez, cette tuerie en Floride, où il y avait eu 16 enfants tués en 1 minute 12, non 6 minutes, et ils s'étaient rassemblés au pied du Capitole, ils étaient 800 000 dans la rue, et il y avait donc ces activistes qui faisaient leur moment. D'ailleurs, c'est une femme, Selena, qui s'est tue pendant 6 minutes face à toutes les caméras du monde. Et à la fin, elle a dit « Je me suis tue pendant 6 minutes pour vous rappeler que 6 minutes, c'est ce qu'il a fallu au tueur pour tuer tous mes amis, etc. » Bref, il y avait dans cette manifestation une pancarte extraordinaire, et avec une jeune fille qui la tenait en dessous et qui disait « Regardez, même les millennials sont là. » Et qu'est-ce qu'on appelle les millennials? Les millennials, c'est censé être les gens, les enfants, nos enfants, qui seraient décérébrés, déconnectés de la réalité, irresponsables et égoïstes. Et quand j'entends ces 4 attributs, je me dis, mais au fait, qui est-ce qui a posé ces mots-là? Je sais pas, regardez les personnes qui nous dirigent aujourd'hui, décérébrés, irresponsables, déconnectés de la réalité, égoïstes. Ça marche aussi. Moi, je me dis, c'est bien, en fait. Mathieu, on vient d'en parler avec Flore, justement. Les vertus de l'action aussi, ça permet de gérer la peur, en tout cas de se mettre en mouvement. Mais qu'est-ce qu'on en fait aussi de cette peur? Vous savez, la peur, ça vient beaucoup d'être excessivement centré sur soi-même. Parce que si vous pensez moi du matin au soir, d'abord, ce n'est pas une situation confortable. Alexandre Jolien dit ça sent renfermé dans la bulle de l'ego. Et ensuite, les autres ne vont pas apprécier non plus beaucoup. Et surtout, vous êtes tellement en porte-à-faux avec la réalité qui est fondamentale. Vous n'êtes pas des boules de billard qui s'entrechoquent de temps en temps et qui vivent de façon autonome le reste du temps. Non, c'est profondément interconnecté. Donc, le fait d'être en porte-à-faux avec la réalité, ça ne fonctionne pas. C'est profondément dysfonctionnel. Et donc, le monde devient... Il y a une formule dans le bouddhisme qui dit « le monde entier peut surgir en ennemi ». Parce que, forcément, vous êtes un, ils sont innombrables et ils n'ont pas le même agenda que vous. Et comme l'univers n'est pas un catalogue, comme le catalogue de la Redoute, où vous pouvez commander tous vos désirs, et que de toute façon, s'il y en avait un, il y a 8 milliards d'êtres qui ne commandent pas la même chose, ça ne peut pas marcher. Donc ça ne marche pas. Mais ça vous rend extrêmement vulnérable, parce que le monde devient soit un instrument pour promouvoir vos intérêts personnels, soit une menace. Et alors, c'est très compliqué. Donc, vous êtes constamment dans la vulnérabilité. Donc, vous vous recroquevillez de plus en plus dans la bulle de l'ego. Si vous vous débarrassez un peu de ça, c'est-à-dire que la bulle, elle se dissout dans un grand lac. Donc, il n'y a plus de ces mêmes frontières. À ce moment-là, vous êtes beaucoup moins sentiment exacerbé de l'importance de soi. Et donc, vous pouvez d'abord vous ouvrir aux autres. Puis surtout, il n'y a plus ce sentiment de menace ou d'instrumentalisation.
Donc il y a une des qualités qu'on développe aussi par le chemin spirituel, la méditation, on parle d'intrépidité, on dit en anglais fearlessness, c'est mieux, donc c'est l'absence de peur, parce que finalement, il y avait tout à partager, tout à donner, rien à perdre, rien à gagner. Bon, donc alors il peut y avoir une peur si, évidemment, toujours pareil, si moi une fois j'avais un tigre qui feulait juste à 50 mètres de moi dans mon ermitage le soir, l'expression le sang qui se glace dans vos veines, je connais. Bon, il fallait simplement rentrer très vite dans l'ermitage, fermer la porte. Il y a des peurs saines, mais il n'y a pas cette peur chronique, et notamment la peur de l'avenir, parce que bon, on fait de son mieux. Et on ne peut pas vous reprocher de ne pas faire ce que vous ne pouvez pas faire. Par contre, on peut vous reprocher d'être négligent, d'être paresseux, d'être pas concerné, toutes sortes de choses. Donc, une fois que c'est ça, c'est une sorte de courage. Et c'est la différence entre l'empathie, où on peut tomber dans la détresse empathique. Moi, quand j'ai fait le livre sur les animaux, j'ai dit aux gens, est-ce que je montre ces images très dures de ce qui se passe dans les abattoirs? Et je crois qu'on disait, si les abattoirs étaient... C'est Tom Reagan qui a dit ça. Si les abattoirs les murs étaient faits de verre, on arrêterait immédiatement. On ne va pas supporter ce qui se passe. Donc, est-ce que je les montre ou pas? Une dame a dit, mais non, parce que je suis trop sensible, ça me fait trop de mal. Je dis, mais écoutez, il vaut mieux regarder et faire quelque chose. Donc, tomber dans la détresse empathique, c'est l'effet que ça a sur vous. Donc, plus il y a de souffrance dont vous êtes témoin, plus vous finissez vous écrouler sur le fardeau. Au contraire, la compassion est tournée vers l'autre. Comme un médecin sur le champ de bataille, plus il y a à faire, plus il va commencer à pleurer dès qu'il voit quelqu'un qui a une jambe brisée. Donc le courage vient avec la compassion, et le courage et l'absence de peur viennent de pair. Ça ne veut pas dire que vous êtes complètement tout fou et vous faites n'importe quoi, et vous sautez dans un précipice pour rien, mais vous n'avez pas cette peur qui vous tenaille, qui n'est pas raisonnable du tout. Au contraire, vous êtes d'une intrépidité beaucoup plus considérable. Oui, sauf que le courage, c'est presque plus du panache même quelque part. Si on associe l'intrépidité au courage, ça devient du panache en fait. Et prendre la vie avec panache, peut-être progressivement pour pouvoir... M'as-tu vu? Moi je pensais panache, c'est avec affronter avec élégance les choses qui arrivent, avec courage. Mais bon, après, on peut réécrire, on fera un dictionnaire tous les deux qu'on pourra associer pour ces mots-là. Flore, tu voulais réagir? D'abord, je suis ravie parce que vous mettez des mots sur des sensations ou des espèces de choses que je pouvais sentir. Et l'intrépidité, c'est vraiment très beau. Et en fait, j'ai eu une leçon un peu similaire que j'ai entendue des protagonistes du film Bigger Than Us, qui sont encore une fois des jeunes dans des situations... extrêmement difficiles, avec zéro moyen, et qui veulent survivre et qui commencent par eux-mêmes et puis après qui embarquent leur communauté. Et l'une des questions qu'on leur a posées systématiquement, c'est pourquoi tu fais ça? Au-delà de vouloir survivre, qui était de l'ordre du vital au démarrage. Et tous, alors que c'est sept cultures différentes, il y a un Brésilien, un Américain, une Anglaise, un Syrien, une Ougandaise, une fille du Malawi, une Indonésienne, c'est bon, j'ai fait le tour. Donc voilà, un mix extraordinaire. Et ils m'ont tous parlé de cette connexion à quelque chose de plus grand qu'eux. Et alors il y en a qui ont mis un dieu, il y en a qui m'ont dit c'est une force qui passe à travers moi, je deviens un véhicule. Il y en a qui m'ont parlé d'appel. Finalement, ils m'ont tous parlé de spiritualité. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est effectivement le côté que ça, c'était possible, parce qu'ils avaient mis de côté leur ego. Quelque part, ils l'avaient mis dans une petite boîte. Et c'est seulement quand ils le mettaient dans une petite boîte qu'effectivement, la peur de ne pas être conforme, d'être chassé du village. Alors, pour l'une de nos protagonistes, Memory, ce qu'elle a affronté, c'était être bannie du village, c'est-à-dire probablement ne pas survivre. Donc on n'est pas dans les petites peurs de je suis dans ma cour de récréation et j'ose pas me dire que finalement les baskets comme ça, j'aime pas trop quoi. Voilà, on est dans des choses très très importantes. Mais ils ont finalement dégommé cette peur de ne pas être conforme, de ne pas être comme les autres, d'être mal regardé, d'être mal jugé, etc. Et ça, c'est l'un des cœurs du problème en fait. Et quand ça s'est mis dans une petite boîte, et je fais partie de ces gens qui essayent de mettre ça dans une boîte et qui la boîte explose de façon très régulière. Mais je me rends compte que quand j'arrive à le mettre dans une petite boîte, eh bien, j'ai cette connexion verticale extraordinaire
qui fait que cette côté intrépide revient, la joie surtout, en fait. La joie est là, et du coup, la peur, elle n'a aucune chance, en fait. Ce que je trouve... Bien sûr, Mathieu. Non, c'est juste ce qu'il faut. Oui, juste deux petites choses sur le plus grand que soi et puis aussi sur le moi. On travaillait à un moment donné avec un entrepreneur social qui faisait des écoles en bambou. Alors c'était formidable, il faisait des écoles pour 3000 enfants en 2 mois. Et il disait, alors, vous savez, en anglais, le moi, c'est le I. Il disait, quand vous avez... Alors, il faut que je quitte un peu le micro. Vous pouvez me le tenir. Voilà, tu me le tiens. Donc, il disait, quand il y a le I, on bute dedans constamment. Donc, le I, le moi, c'est une barrière constante entre les êtres. Mais il suffit qu'il fasse ça, ça devient un pont. Et alors, pour l'émerveillement, toutes les études, il y a des psychologues comme Dasher Keltner qui a écrit un livre sur l'émerveillement, Awe en anglais, ou Wonderment. Ils ont montré que, effectivement, l'émerveillement, alors ça peut être devant la part sauvage du monde, la beauté du monde. Ça peut être l'émerveillement devant la nature humaine. Ça peut être l'émerveillement devant les jeunes qui sont dans le film, qui sont émerveillants à tout point de vue. On sort forcément de la bulle de l'ego. Donc c'est quelque chose de plus grand que soi. L'immensité de la nature sauvage, c'est plus grand que soi. Un acte d'altruisme comme Mohamed avec ses enfants, c'est plus grand que lui. C'est un cœur immense. Et personne n'est exclu de son cœur. Et ça le dépasse, ça dépasse son individu. Et c'est parce que ça le dépasse qu'il est si touchant, inspirant et qu'il peut faire ce qu'il fait. Donc, dès qu'on franchit ces frontières, c'est plus grand que soi. C'est pas plus grand, peut-être pas comme en quantité, mais c'est une sorte d'ouverture. Et pourquoi le fait de ne pas avoir cette ouverture est un obstacle? Il y a un autre exemple, de nouveau une image, c'est que si vous mettez une poignée de sel dans un verre d'eau, il est imbuvable, parce que vous êtes dans un univers extrêmement confiné. Si vous mettez la même poignée de sel dans un grand lac, ça ne fait pas beaucoup de différence. Donc, du coup, les hauts et les bas de l'existence, les différents obstacles, les contrariétés, etc., ça n'a plus du tout le même effet pour vous empêcher vous aller de l'avant et vous n'êtes pas découragé. Ce que je trouve paradoxal, c'est que la société, elle fait tout pour individualiser et mettre des icônes en avant. Donc, je trouve que c'est extrêmement difficile, surtout quand on est jeune, de ne pas verser justement dans cette forme d'injonction à être le héros du moment et d'être toujours avec sa petite boîte et avec son ego dedans. Parce que, donc, quelle est la place du collectif dans tout ça, en fait, qui doit peut-être ancrer un peu plus terrain? C'est un vrai paradoxe aujourd'hui, honnêtement. Hein. Il y a juste, faut noter que ça commence surtout aux États-Unis, ça a été étudié par des psychologues comme Jean Twenge. Il y a une vraie épidémie du narcissisme. Non, mais c'est vrai, il y a un questionnaire sur le narcissisme qui est très... Et en 30 ans, chez les jeunes, ça a augmenté de 40%. Alors, quand cette étude a été publiée, il y a eu un article dans le New York Times où elle a fait le résumé de ses recherches. Et il y a eu des lettres de lecteurs de jeunes de 18 ans, mais oui, nous autres jeunes Américains, on est la meilleure génération de tous les temps, on est de loin les meilleurs, il n'y a aucune raison de ne pas penser ça. Donc ça, c'est un peu un problème, parce que les narcissiques, on sait qu'ils sont moins d'empathie, ils s'intéressent plus à des choses très locales, ils ne peuvent pas voir plus grand qu'eux-mêmes, donc c'est un vrai obstacle. Ça commence à venir, moins en Europe encore, mais ça vient. Il y a une analyse sémantique d'articles dans les pays scandinaves sur 20 ans, et on voit que moi, mien, etc., tout ce qui est auto-centré, l'exacerbation des différences et de la fragmentation, ce qui est différent de revendiquer une sorte d'intégrité ou d'identité qui est légitime, mais dès que ça fragmente, malgré tout, cette analyse a montré que ça augmentait tout doucement. Donc on n'est pas non plus, il n'y a pas d'immunité à cette épidémie du narcissisme et de l'hyper-individualisme qui ne mène nulle part. Mais enfin, moi je pense que c'est une allumette du capitalisme, excusez-moi, mais c'est ce qui fait que, grosso modo, les enfants et nous-mêmes sommes tenus. En fait, ils ont un mot pour ça, ils appellent ça le FOMO. La peur de manquer la bonne info, la bonne posture, la bonne photo Instagram, etc. C'est quelque chose, mais il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est fabriqué aujourd'hui. Et que face à ça, nos enfants, bien souvent, sont tout seuls. Et alors, pour ajouter là-dessus, vous avez cité Mohamed, pour revenir sur lui.
parce que c'est bon. Donc c'est un enfant syrien qui a été réfugié d'abord au Liban, à El Marj, à la frontière avec la Syrie. Il y est resté très longtemps parce que sa maman pensait que la guerre allait... elle voulait être la première à revenir dans son pays quand ça s'arrêterait. Ça fait longtemps qu'elle attend. Et Mohamed a eu la chance d'avoir une bourse ou une forme d'asile politique en Suède. Et donc, c'est toujours très intéressant de dire, et alors qu'est-ce que t'en penses en fait? Alors qu'il a passé 5-6 ans dans les camps à s'occuper d'enfants qui allaient à l'école, qui étaient des enfants comme lui. Et il m'a dit, je pose des éléments de contexte parce que cette phrase, on voulait la mettre dans le film, mais sans contexte, elle est impossible à entendre. Mais c'est quelque chose de très puissant, moi, qui m'a intriguée. Et il m'a dit, mais tu sais, donc je suis en Suède, il est retourné à la fac, donc il voit la jeunesse occidentale comme la nôtre, etc., européenne. Et il m'a dit, tu sais, c'est comme si dans vos pays, tout était fait pour que la jeunesse soit désactivée. Je dis, désactivée par quoi? Il me dit, regarde, l'écran, il faut être le premier, il faut avoir les mêmes baskets, il faut avoir le même truc. En fait, c'est un espèce de travail de sape, là, au coupe-coupe. Et qui fait que vous avez toujours peur de ne pas être à la hauteur, toujours peur de ne pas être accepté par le groupe. Et il me dit, en fait, c'est ça la désactivation, c'est-à-dire que au fur et à mesure, vous avez peur de tout, en fait. Et si vous avez peur de tout, vous devenez éminemment contrôlable. Et c'est cette... moi, c'est ce qui m'enrage le plus, c'est qu'en fait, tout se tient, en fait. Et le point, encore une fois... la racine, c'est cette histoire de séparation. Et on construit de la séparation encore parce que c'est un business profitable. Et j'ajouterais, pour transitionner aussi vers Mathieu, que la réactivation, elle se passe peut-être pas de la meilleure façon avec cette propension à verser dans le développement personnel. Non, mais n'empêche que les jeunesses aussi, elles ont une tendance, elles assimilent beaucoup plus vite des manières d'animer en collectif, le contrôle de ses émotions, le poser ses émotions en permanence, de faire du kidnapping aussi sans pouvoir placer parfois aux bons endroits. On en parlait avec Mathieu quand on préparait tout à l'heure sur cette augmentation vertigineuse qu'on a pu voir du développement personnel, et pas avec cette formule que vous avez qui est formidable, et pas du développement altruiste en fait. Oui, ça servirait. Mais pour revenir sur certaines choses, notamment sur l'éducation, on sait par exemple dans les sociétés extrêmement... ils sont beaucoup sur la performance. C'est partout, mais c'est quand même exacerbé dans les pays comme la Corée, le Hong Kong, la Chine, où les enfants ont l'impression que s'ils ne sont pas dans les 5 premiers de la classe, ils trahissent en fait leur famille. Et donc, il y a une recrudescence élevée des suicides des jeunes à cause de ça, le sentiment d'échec, qu'ils ne sont plus bons à rien, qu'il n'y a rien devant qui vaille la peine d'être vécu. Et là, c'est vraiment, confondre l'idée que l'éducation, c'est pas de remplir un vase ou de faire une performance, c'est d'allumer une flamme qui donne un sens à l'existence. C'est Aristophane qui disait ça. Et donc, ça, c'est clair que l'éducation aussi, c'est pas simplement... comment il s'appelle Seligman, un psychologue de Pennsylvanie, avait demandé à des parents qu'est-ce que vous souhaitez pour vos enfants dans la vie, que l'éducation leur apporte. Il dit qu'ils s'épanouissent dans l'existence, qu'ils soient de bons éléments dans la société, qu'ils soient heureux, etc. Et qu'est-ce qu'on leur apprend? Bon, c'est très bien, la discipline de travail, d'être performant, d'engranger des informations, de savoir raisonner, la logique, les mathématiques, c'est très bien. Mais on ne leur apprend rien de ce qui fait qu'ils peuvent s'épanouir dans l'existence et être de bons éléments dans la société. Donc quand on parle de valeurs, tout le monde dit « Ah ben non, les valeurs, attention, là, vous allez amener soit la religion, soit ceci, soit cela, on ne peut pas apprendre des valeurs. » Bon, et puis en plus, on a fait des sondages parmi les jeunes, et c'est vrai qu'il y a une majorité qui pense qu'il n'y a pas de valeurs universelles. Alors si on leur dit ça, si on dit ça à un jeune au Pakistan, dire « Ouais, les valeurs universelles, ça veut dire qu'ils vont nous amener les valeurs occidentales, etc. » Mais si vous demandez, est-ce que l'amitié, l'honnêteté, la franchise, la solidarité, est-ce que ce sont des valeurs universelles? Qui pourrait dire non? Il y a quelques loufoques qui diraient non, mais en majorité, ils diraient oui. Donc l'idée des valeurs, c'est quelque chose tout à fait ce qu'on peut appeler l'éthique séculière, c'est-à-dire ces valeurs fondamentales qui sont nécessaires pour être un bon être humain. Et ça manque aussi cruellement. Avant, il y avait les religions qui ne le font plus, puis c'était connoté religieusement, mais malgré tout, ces valeurs fondamentales, du coup, on dit c'est la famille, eux-mêmes ils sont paumés parce qu'ils viennent d'une génération qui n'a pas du tout eu cette idée-là, ou alors ils vont apprendre ça par eux-mêmes. Mais apprendre ça par eux-mêmes, aujourd'hui, avec les réseaux
disons, antisociaux, ça ne va pas très loin. C'est Trust, c'est la chanson de Trust, Antisocial. On s'en souvient aussi. Bah oui, non, c'est vrai. Et je vais revenir sur un point, c'est l'engagement à l'école. J'ai eu la chance d'assister à une réunion, une délibération du CESE, et il s'avérait que le problème qui faisait que les enfants pouvaient ne pas vivre un engagement à l'école, c'était le manque de temps, du fait des programmes scolaires qui sont extrêmement denses. Voilà, donc il n'y a pas de bande passante potentielle pour les étudiants. Il faut savoir qu'il y a 2 excellences pédagogiques en France, dans certaines classes, qui permettent un aménagement de scolarité quand on est au collège. C'est l'excellence sportive et l'excellence culturelle. Donc quand on a 8 heures de musique au conservatoire ou quand on fait du sport, entre guillemets, à haut niveau. En revanche, l'excellence citoyenne ou d'engagement, ça, c'est pas valorisé. Et le pire du pire, c'est quand vous avez des élèves qui décident d'être délégués de classe. C'est quand même un processus démocratique, hein. C'est engageant pour un élève de passer du temps à s'occuper aussi de sa communauté de classe. À aucun moment, dans le cursus scolaire d'un enfant, c'est valorisé. Donc c'est quand même extrêmement problématique et questionnant aussi sur la suite, quoi, n'empêche. Donc pour revenir à notre histoire d'engagement et de faire en sorte de le remettre aussi au milieu du village. Qu'est-ce qui vous motive tous les deux à continuer là? Parce que vous écouterez des heures et des heures, on s'abreuve, on s'inspire, on a de l'énergie. Il n'y a pas des moments où franchement c'est compliqué? Est-ce que tout va toujours bien dans le monde de Mathieu Ricard et de Flore Vasseur? Non, mais moi je suis comme tout le monde, j'ai mes gouffres. Ta boîte explose, tu as dit tout à l'heure. Ta petite boîte, elle oui, explose. Oui, bah, mes gouffres, ils sont liés à ma boîte, qui est d'ego, qui tout à coup vient me sortir de... Fondamentalement, pourquoi, qu'est-ce qui me meut en fait quand je perds de vue la direction, bah c'est sûr, hein, je tombe. En fait, c'est juste, mais c'est mécanique. Donc je sais que c'est juste une alerte pour revenir dans, ok, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui est... Et je vais vous donner une anecdote. On a fait 4300 projections avec Bigger Than Us en 1 an et demi, 500 débats qui se passent toujours de façon extraordinaire. Enfin, si on continue, c'est parce que c'est magique, hein, sinon on ferait pas. Enfin, je veux dire, je suis pas... Voilà. Mais c'est toujours extraordinaire. Il m'est néanmoins arrivé quelque chose il n'y a pas très longtemps à Strasbourg. On intervenait dans un collège, dans une zone d'éducation prioritaire. Et moi, j'adore aller là-bas parce que, en général, les enfants sont survoltés. Parce que c'est des enfants qui viennent de minorités. Et enfin, ils voient à l'écran des héros qui leur ressemblent. Et en général, ils sont hyper contents. Donc là, j'arrive, mais en mode très confiant. Donc l'ego, j'étais au top. 150 enfants dans le réfectoire, je trouve ça magique. Sauf que j'arrive dans la salle et puis ça bougeait quand même beaucoup. D'habitude, ça ne bouge pas. Pendant le film, la cloche sonne, Mélati est sur le mur. Pour ceux qui ont vu le film, il reste 12 secondes de film. La cloche sonne, les 150 se lèvent et partent. J'ai même pas l'opportunité d'aller me placer pour dire non, rien à faire. Et puis il y a une deuxième séance parce que je me dis bon, mais non, mais c'est parce que le film était en anglais, on charge la version en français pour montrer la version française aux enfants. Et puis, donc là, je commençais vraiment à me décomposer quand même. Et puis, le film passe, et puis, ça bouge aussi. Je me dis, la cloche sonne, pareil, Mélati sur le mur. Et ben non, ils partent tous, mais tous, quoi. Et là, il y a une petite jeune fille qui arrive. Et donc, tous les adultes sont atterrés, désolés. Enfin bon, moi, ça peut arriver, hein. Bon. Et notamment la proviseure qui était en larmes parce qu'elle avait peur que je juge mal ses enfants. Ses élèves. Donc, vraiment, engagement plus grand qu'elle. Dans la série, j'ai pris une grosse leçon. Et il y a une petite jeune fille qui arrive, toute petite. Et elle arrive comme ça avec son sac à dos plus grand qu'elle et elle ose pas me regarder. Et elle vient me voir, elle me dit « Madame, je voulais vous dire merci. » Alors, je dis « Ah !» Donc, elle a les adultes qui se rapprochent en genre « On va prendre une minute de love, quoi. » Et alors, je dis « Ah bon, pourquoi ?» Et on était tous vraiment un peu abattus. Et elle monte l'écran, elle dit parce que c'était moi là, c'est mon histoire que vous avez racontée. Je dis ah bon? Elle me dit oui, je m'appelle Nour, je viens de Syrie et c'était moi sur les bateaux. Alors c'était pas exactement elle, mais ce qu'elle voulait dire, c'était que elle avait vécu, voilà. Et là voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que bien sûr j'ai des gouffres, mais il y a toujours une petite Nour qui vient me sauver en fait.
voilà, la rencontre, le truc, le petit mot, et puis ça relance. Il faut arrêter de croire que c'est bien sûr un long chemin tranquille. Et puis, je pense que c'est un chemin, alors peut-être je ne l'incarne pas trop là, mais d'humilité vraiment. Et encore une fois, hein, l'engagement, et on en parlait toutes les deux, moi je croise énormément de gens qui, je pense, s'engagent pour des mauvaises raisons. Parce que ça fait du bien sur un CV, ça fait du bien vis-à-vis des autres. Enfin, il y a de l'ordre de la posture, il y a l'ego spirituel, il y a tout ce qu'on veut, quoi. Et ces gens-là, en général, ils font beaucoup de mal, mais aux autres, parce qu'en fait, c'est pas les bonnes raisons de s'engager. Si vous vous engagez pour sauver le monde demain matin, ça marchera pas. Restez chez vous, restez sur Netflix, on n'a pas besoin de vous. Ni pour se réparer. Par contre, si vous avez besoin de le faire parce que vous avez envie de vivre une aventure humaine, de vous connecter à d'autres et peut-être de vivre une aventure, enfin c'est sûr, que vous n'allez pas maîtriser et qui va être plus grande que vous, alors venez. Mais encore une fois, je reviens à ça, hein, l'ego nous piège et moi la première en fait. Et je m'en sors toujours en revenant sur, ok, bon, bah là, l'ego s'est manifesté. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est la posture d'humilité, retourne, et voilà. Et en fait, ça fait beaucoup de bien, parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Après, il y a l'intrépidité qui revient vite. Et moi, cette petite Nour, bah, elle a illuminé, elle illumine chaque moment où je me mets à douter, en fait. Est-ce que Mathieu, vous avez votre petite Nour aussi, vous ? Votre petite Nour, est-ce que vous l'avez, vous aussi ? Oui, mais si vous voulez, c'est vrai que c'est très, très difficile de faire passer un message authentique à des enfants, à des jeunes, parce qu'on ne peut pas raconter des histoires. Et puis, il y a aussi... finalement, il vit dans une sorte de milieu intellectuel, enfin, disons, avec toutes ces applications, sont tous, il faut vraiment essayer d'allumer une flamme. Et je me souviens des fois aussi une sorte d'échec aussi, où je parlais justement de l'altruisme à un groupe de jeunes. Il y en a un qui est venu me voir et dit « Votre truc d'altruisme, c'est complètement flippant », il me dit. Ça voulait dire que pour lui, il fallait quand même s'affirmer l'individualisme, la division, son identité, etc. Disons, c'était ça, il essayait de se reconstruire, peut-être après une enfance difficile, etc. Et alors, c'est ce que m'ont dit des spécialistes comme Paul Gilbert, qui étudie les gens extrêmement traumatisés, qui ont été abusés, ou des gens qui la haine de soi. Bon, quand vous dites ça au Dalai Lama, il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. On ne peut pas vraiment se haïr. Mais si, effectivement, il y a des gens, il y a 20% des jeunes en Europe qui font des starifications. 20%, c'est quand même énorme. Et c'est pourquoi ça soulage à un moment donné de quelque chose. Donc il dit, on ne peut pas demander à ces gens de s'ouvrir à l'autre alors qu'ils n'arrivent même pas, ils pensent que le bonheur leur est interdit. Donc ce qu'il disait, c'est qu'il faut d'abord qu'ils trouvent un moyen, bon, il dit, c'est pas mal de se scarifier si ça vous fait du bien, faire vous faire du bien, ce n'est pas une mauvaise chose, mais faire peu à peu, essayer de voir, même s'ils pensaient que le bonheur leur était à jamais dénié, de voir au fond d'eux-mêmes, si on leur dit oui, mais s'il y avait une petite possibilité, ça ne vous dirait pas, non, quand même? Ben oui, moi, je ne pense pas que ça soit possible, mais admettons, déjà ça, reconnaître ça, il disait c'est comme une marche qui permet de sortir du gouffre. Et peu à peu, sentiment de l'interdépendance. Il conseillait à ces personnes, par exemple, d'aller marcher les pieds dans l'eau au bord de la mer et de dire combien de vies humaines et non humaines, depuis des siècles, ont eu des souffrances, des joies, et se sentir qu'il y a une connexion fondamentale avec l'ensemble de la nature, et ce sentiment d'être relié, qu'on n'est pas le seul à souffrir. Et peu à peu, donc, acquérir ce sentiment de bienveillance pour soi permet de reconnaître cette aspiration à s'en sortir. Et donc, si on veut s'en sortir, il y a des choses qu'il faut accomplir, des choses qu'il faut éviter. On ne peut pas mettre sa main dans le feu en espérant ne pas être brûlé. Donc, peu à peu, cette démarche, ensuite, peut mener, une fois qu'on est un petit peu reconstruit, à se dire, bon, bah, les autres, c'est pareil, ils ne veulent pas souffrir non plus, donc je peux commencer à être concerné par les autres. Donc, cette démarche, commencer par un peu de la bienveillance pour soi et identifier qu'au fond, malgré tout, on préférerait être heureux que malheureux ad aeternam, c'est finalement ce qui mène à ouvrir après aux autres, mais il faut avoir cette conviction d'abord que c'est possible. Et donc ça, souvent, c'est cette possibilité que, même ce sont des gens qui ne se font pas forcément du mal, mais ce sentiment de sans espoir
et vraiment allumer une flamme, encore une fois, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et on peut pas faut être dans le vrai, parce que sinon, ça ne marche pas. Merci Mathieu. Les moyens de l'action, on en a un peu parlé quand même tous les trois. Flore, tu le disais, ton film a suscité un grand engouement, notamment par ses projections citoyennes en fait, où les enseignants se sont accaparés ton film, donc près de 4500 projections, c'est énorme quand même. C'est passé, on a dit juste 4500 comme ça, mais franchement c'est énorme de faire 4500 projections dans les écoles. Près de 500 débats. Qu'est-ce qui te marque le plus de ces débats que tu as avec les jeunes? En quoi ça te galvanise pour la suite, et quels sont tes grands projets aussi? Avec quoi tu pars en fait comme une abeille, tu vois, tu te pollinises là-bas, et ça, c'est quoi ton prochain moteur d'action là? Alors justement, c'est une croyance dont Mathieu vient de parler et sur laquelle on essaye de se porter en faux. Sur l'idée que nos enfants seraient incapables d'écouter des histoires. À chaque fois, j'ai le même coup. Alors bon, je vous ai placé Strasbourg. Honnêtement, à part Strasbourg, ça s'est jamais passé comme ça. Je ne pourrais pas vous dire. Mais en général, ce qui se passe, c'est que les enfants arrivent traînés là par leurs profs et ils sont pas contents d'être là. Ça, c'est sûr. Ils arrivent les pieds en dedans. Un film au cinéma, ce truc de vieux, madame, vous n'y pensez pas, 1h36 sans mon téléphone, je vais mourir. Ils arrivent, donc ils sont vraiment... non mais, enfin... Voilà. Et en fait, ils regardent le film, en général, ça bouge pas, les profs n'en reviennent pas, et après, on n'arrive pas à arrêter les débats. On n'arrête pas. Il faut toujours une première ou un premier courageux pour oser poser la question qui va rendre à l'aise tout le monde, et puis ça part. Donc, moi, ce qui me galvanise, c'est ça. C'est la petite flamme. C'est l'idée de se dire, mais en fait, j'en sais rien de ce qu'ils vont faire de ça, mais là, ils ont écouté, ils se sont connectés à cette histoire, ça leur parle, même s'ils ne posent pas de questions. D'abord, ils viennent toujours me voir à la fin, en randonnion. Madame, j'ai pas osé poser la question devant tout le monde, mais voilà. Il y en a toujours une ou un pour vouloir un câlin, ce qui me permet de vous dire... Où êtes-vous? Parce que moi, je suis d'accord de faire des câlins à vos enfants, mais peut-être qu'il y a un sujet que vous deux, voilà. C'est pas vous personnellement, hein, mais voilà. Ce que j'entends aussi beaucoup, et là je vais être moins drôle, c'est mais madame, pourquoi on parle jamais de ça en famille? Je suis tout seul face à ça. Ce qui me fait penser que les chiffres sur l'éco-anxiété, alors les 20% de scarifiés, là je tombe de ma chaise, mais je vous en donne deux de plus. Il y a une étude de The Lancet qui est sortie il y a 1 an et demi qui posait que 75% des moins de 30 ans en Occident étaient très pessimistes quant à l'avenir et 58% considéraient qu'on ne sortirait pas. Et c'est nulle part politiquement, hein. On va nous parler de retraite pendant 6 mois, mais voilà, il y a quand même un sujet. C'est auprès de 10 000 jeunes, hein, faut le dire. Voilà, et j'ajoute aussi que je viens d'apprendre, mais j'ai pas eu le temps de vérifier, que l'INSEE aurait rajouté une catégorie dans ses analyses annuelles qui est les statistiques de suicide chez les moins de 10 ans en France. Voilà, mais ça, donc nous on le voit, hein, enfin on a voilà les psys qui nous appellent, etc. Bon, c'est sûr. Donc mon point, c'est de dire l'éco-anxiété. Je pense pas que ça soit l'accumulation de mauvaises nouvelles et Dieu sait qu'on est servi. Je pense que l'éco-anxiété, c'est le silence dans les familles. C'est le fait qu'en famille, on ne parle pas de ces sujets. Et c'est que les enfants se sentent tout seuls face à ces angoisses, face à leurs angoisses. Encore une fois, Dorothée et moi, qui est là dans la salle, on entend trop souvent que dans leur famille, on ne parle jamais de ça. Donc si vous êtes parents, grands-parents, tonton, tata, tout ce que vous voulez, il y a un enfant autour de vous, essayez de... Alors c'est difficile hein, de déclencher la conversation. Si c'est trop compliqué, mettez-le devant le film. Ou n'importe quel film qui parle de ça. Parce que les films, on n'a pas la solution, nous. On est un tiers. On est un tiers avec lequel vous allez pouvoir dire « Ah, je suis d'accord, pas d'accord, j'ai aimé, j'ai pas aimé ». N'empêche, il y a une conversation qui se crée et je pense que le plus important, c'est l'absence de la conversation. Non médiée par un algorithme, par un influenceur débile derrière des filtres abjects, etc., etc. Donc, et je pense Dorothée, ce qui nous galvanise, c'est la rencontre humaine, en fait. C'est de se dire, ce qui nous reste, mes amis, c'est les liens. Et ce que nous avons, plus que ce qui nous reste. Oui, mon moyen d'action, c'est ça.
Et c'est l'expérience peut-être qu'on vit aujourd'hui. C'est cette expérience non médiée par rien, écrite par personne, de ce que ça veut dire de se rencontrer. Et c'est ça qui nous porte. Et la suite, surtout. Merci, c'est gentil. C'est l'action, c'est après. Donc nous, on s'est dit qu'il n'y avait rien de plus important que de donner envie à la jeunesse de vivre et de trouver leur place dans cette société, dans ces temps qui ont tellement besoin de notre vitalité et de notre intrépidité. Donc on va continuer. Alors, on a lancé une association qui s'appelle Bigger Than Us Support qui vise à soutenir les protagonistes du film à long terme. Un peu financièrement, c'est vrai, mais surtout en matière de sécurité juridique, parce qu'il y en a qui s'exposent. Je fais une petite parenthèse. Elsa et moi, on fait partie de ces gens qui vont tous les jours parler à des jeunes en leur disant « Engage-toi, tu verras, c'est la vie, c'est merveilleux ». Et aujourd'hui, on est dans un pays qui matraque les enfants et qui traite les militants écologistes d'éco-terroristes. C'est pas un petit mot éco-terroriste. Ça vous fait basculer dans une catégorie du droit où vous perdez un certain nombre de choses. Donc, aux parents dans la salle, faites très attention. Deuxième chose, donc cette association vise à les soutenir juridiquement, un peu financièrement, mais surtout auprès de leur santé mentale. On en a beaucoup parlé avec les scarifications, etc. Globalement, on va pas très bien, probablement. Chez les jeunes, c'est terrible. Et chez les jeunes activistes, c'est absolument abyssal. Donc, on va démarrer quelque chose, faire ce qu'on peut pour les accompagner, pour essayer de rendre ce qu'ils nous ont donné. On a aussi un partenariat qui démarre, qui est pour nous magique, et on ne sait pas bien comment on va y arriver, mais voilà, le film va partir dans toutes les universités de France pour des projections débats. Et on va recruter 7 étudiants parmi tous les étudiants qui vont voir le film pour partir en tournage avec nous sur les prochains tournages. Et on a décidé que les prochains tournages, c'était de repartir dans les pays du film, Liban, Grèce, etc., auprès de nos protagonistes pour faire des projections citoyennes comme on a fait en France. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait 4003, pas 4005, 4003 en France et qu'il n'y en ait aucune dans les pays qu'on a filmés auprès des populations qui nous ont permis de raconter cette histoire. On va filmer une mise à jour. Aujourd'hui, on n'a même pas essayé de le vendre à qui que ce soit. Probablement que ça finira sur des pastilles sur Internet. Plus on est libre, et mieux c'est. Et troisième chose, on va cranter cette association Bigger Than Us Support pour vraiment être au plus près de leurs besoins et pas faire n'importe quoi. C'est 7 personnes différentes, 7 cultures différentes, 7 combats différents. Ils ont tous des besoins et des maturités différents. Et la question, c'est comment on est au plus près de ce qui est utile pour eux. Donc c'est ça les projets. Il y a du pain sur la planche. Génial, mais on va t'aider. Juste un exemple sur le dialogue avec les parents. Vous savez, aux États-Unis, ils sont beaucoup de climato-sceptiques, surtout les gens qui travaillent dans l'industrie d'énergie fossile, etc. Et il y avait un grand directeur d'une de ces entreprises au Texas. Et un jour, sa fille est revenue et lui a dit « Papa, on m'a dit que c'est des gens comme toi qui sont en train de détruire le monde. » Et ça lui a fait un tel choc que sa fille lui dit ça, qu'il a vraiment changé, et pas seulement sur le papier, dans les brochures, l'orientation de son entreprise. Et toujours au Texas, où il y a probablement 90% de climato-sceptiques, j'exagère peut-être, mais j'en sais rien, il y a une spécialiste de l'environnement qui vit là-bas. Donc elle a beaucoup de mal à parler de ça. On lui dit, arrivez pas avec vos histoires de changement climatique. Alors ce qu'elle a fait, elle dit, en fait, ce qu'il faut, c'est parler aux gens de ce qui les concerne vraiment dans leur vie. Donc, elle n'aura pas parlé des changements climatiques. Elle leur a dit, voilà, la rivière et les rivières sont en train de s'assécher, n'est-ce pas ? Ça, c'est un problème, c'est terrible, on ne sait pas quoi faire. Donc, toutes les choses qui vivent au jour le jour, les fermiers du Texas et tout le monde. Et ça, ils étaient très sensibles à ça. Donc, après ça, peu à peu, sans faire intervenir les grands changements planétaires, remonter à certaines des causes. Pourquoi la sécheresse ? Pourquoi ceci ? Et peu à peu, en arriver, sans parler du grand mot, finalement à un engagement qui était en fait ce qui se devrait faire localement pour remédier à ça, mais qui correspond à un combat global. Elle allait aussi au Rotary. Pareil, très contre, a priori, sauf qu'il leur disait, voilà, quelles sont vos valeurs ? Quel bien peut-on faire dans la société ? Est-ce qu'on est fidèle, etc., etc. Et finalement, elle a réussi à leur montrer que ce chemin qui devait être fait correspondait exactement à leurs valeurs, et finalement, ils étaient d'accord à la fin du truc. Donc, il faut prendre les gens sur leur propre terrain, ce qui les touche eux-mêmes. Et ça, c'est assez habile, parce que c'est comme ça qu'on peut arriver à faire des changements
de multiples changements locaux font un changement général, hein, c'est toujours pareil. C'est ce qu'on appelle la loi de proximité en journalisme aussi, voilà, d'aller vraiment attraper la personne sur ce qui la concerne le plus, qui a du sens pour elle, parce que c'est comme ça qu'elle se met en action. Mathieu, la conclusion vous appartient de cette... voilà, oui, j'ai décidé. La conclusion vous appartient, parce que j'aimerais qu'on reparle un peu, qu'on finisse par parler d'altruisme aussi, de joie et d'émerveillement un peu, et que vous nous donniez, voilà, vous nous aidiez à conclure cette discussion. En bref, l'égocentrisme, c'est une situation où tout le monde est perdant. Hein. Finalement, vous êtes malheureux, vous rendez tout le monde malheureux. L'altruisme, tout le monde est gagnant. Les gens sont contents, forcément, si vous voulez faire leur bien. Et puis finalement, vous, c'est ce qu'il y a de meilleur pour s'épanouir aussi. Donc, c'est gagné d'avance. Et puis, c'est ce qui résout le dilemme du court terme, du moyen terme et du long terme. C'est le seul concept pragmatique qui permet de relier les préoccupations d'une mère en Afrique qui veut nourrir ses enfants, de décideurs qui décident des 10 ans à venir, de la qualité de vie au travail, dans les transports, et des scientifiques qu'on n'écoute évidemment pas assez parce que c'est un peu, ils sont considérés comme des casse-pieds, qui vous disent ce qui va arriver dans 50-100 ans, mais on ne va pas en entendre parler, parce que comme disait Churchill, un homme d'État pense aux prochaines générations, un homme politique aux prochaines élections. Donc gros problème, il faudrait avoir des présidents qui ne sont jamais réélus, donc ça veut dire qu'ils peuvent prendre des décisions peut-être un peu plus courageuses. Donc en gros, si vous voulez, quand même, c'est vrai que la considération d'autrui, c'est le message pragmatique. Donc il faut oser le dire, c'est pas un truc bisounours, une utopie absolument qu'on peut se permettre quand tout va bien. Il faut oser l'enseigner dans les écoles parce que c'est pas un truc religieux, bouddhiste ou autre chose. Il faut oser le dire dans les institutions. J'ai une amie, Fabienne Brugère, qui est philosophe du Caire. Elle disait, le Caire, ça devient dans les institutions. Elle dit, non, c'est un truc de développement personnel, etc. Je dis, pas du tout. Et l'altruisme, l'État ne doit pas rendre les gens heureux ou altruistes. Comme disait mon père, les États communistes, il dit, on sait comment vous rendre heureux. Simplement, si vous n'êtes pas d'accord, on doit vous éliminer. Donc, il faut simplement fournir les situations qui permettent non pas à la mentalité Wall Street de triompher, c'est-à-dire à tous les resquilleurs du système d'être en haut du panier parce qu'il n'y a pas de contrôle, mais donner les conditions qui permettent à ceux qui souhaitent coopérer, et les études ont montré qu'il y en a 70% dans la population qui sont prêts à coopérer, à condition que les resquilleurs ne leur tirent pas la couverture à eux. Donc donner les conditions pour qu'ils puissent coopérer en toute sécurité, et à ce moment-là, l'État est responsable quand même de cette notion de care, parce qu'il faut fournir les conditions nécessaires à ce que les gens puissent faire ça sans risquer de se faire marcher sur les pieds. Donc ça me paraît... fondamental. Effectivement, une discipline de tous les jours, le care. Alors, merci infiniment à tous les deux. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura donné des pistes concrètes pour passer à l'action et des clés pour surmonter le sentiment d'impuissance et vous engager activement pour un avenir meilleur. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou encore à le partager sur vos réseaux sociaux. Pour en savoir plus sur les actions menées par Karuna Setchen, vous pouvez consulter notre site internet dont le lien figure dans la description de cet épisode. Vous y retrouverez également l'ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode sur la joie de se tourner vers les autres.